Faut-il bannir les voitures des villes ? Depuis plusieurs années, on assiste à un phénomène qui prend de l'ampleur, celui de la disparition progressive des voitures dans les centres-villes. Il y a quelques semaines, c'est la ville de Madrid qui lançait un dispositif draconien de restriction de son trafic automobile dans ses quartiers historiques afin de réduire le bruit et la pollution. Un mouvement qui concerne de plus en plus de villes qui expérimentent d'ailleurs avec succès l'interdiction des voitures. Frédéric Errand est économiste et urbaniste. Il s'intéresse à l'évolution des déplacements urbains. Il est mon invité dans un instant pour évoquer donc l'avenir de la voiture dans les villes. Et il répondra à toutes vos questions, vos témoignages, franceinter.fr. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science aujourd'hui, Héloïse, la baisse de la biodiversité en France. Oui, on va voir que la situation est préoccupante, mais il y a aussi quelques raisons d'espérer. Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. La place de la voiture en ville. Bonjour Frédéric Errand. Bonjour. Bienvenue à vous. C'est avec vous donc qu'on va aborder cette question aujourd'hui dans le dossier de la tête au carré. La disparition progressive de l'automobile dans les grandes villes, c'est déjà une réalité depuis un moment maintenant ? En fait, le mouvement a commencé dans les années 70 aux Pays-Bas. C'est donc un phénomène historique très ancien qui a déjà près de 50 ans et qui n'est pas prêt de s'arrêter, puisqu'il n'arrête pas de progresser partout, très lentement, mais sûrement, et c'est une déferlante en réalité. Ouais, même des villes où la voiture a régné pendant très longtemps, même aux États-Unis d'ailleurs, c'est un phénomène qui est le même là-bas. Exactement, même aux États-Unis, ou pour une ville plus proche de nous comme Paris, Paris a déjà connu une réduction de moitié du trafic automobile entre 1990 et aujourd'hui. La moitié carrément. Ah oui. Ouais. Et pourtant on n'a pas vraiment l'impression finalement. Non, parce que en fait, l'espace public a été élargi pour les piétons. On a créé des couloirs bus. Enfin, on a créé toutes sortes de dispositifs pour restreindre le trafic auto, qui reste omniprésent dans cet espace qu'on lui a laissé. Oui. Donc la voiture a commencé à perdre vraiment sa domination à partir des années 70. C'est vraiment le point de repère qu'on peut se donner aujourd'hui. Oui. Et ça a commencé dans les deux pays les plus anciennement urbanisés d'Europe, à savoir l'Italie du Nord. Ouais, étonnant. Hein. Notamment en Toscane, qui était dès le XVIe siècle très urbanisée. Ah oui. Oui, 45% des gens habitaient déjà dans des villes au XVIe siècle. Et aux Pays-Bas, qui, pendant l'âge d'or, au XVIIe siècle, avait déjà plus de la moitié de sa population qui habitait dans des villes. Donc dans ces pays où l'urbanité, ils savent ce que c'est, hein, la qualité de vie en ville, c'est vraiment pour eux très ancien et à sauvegarder. Quand la voiture a déboulé là-dedans, comme dans un jeu de quilles, ils se sont dit c'est pas possible et ils ont réagi. Et ils ont inventé des choses dont on va parler évidemment avec vous dans un instant. Lorsqu'une ville décide justement de chasser la voiture de son centre-ville, en général c'est un phénomène irrémédiable. On ne revient pas en arrière sur ce type de décision. Alors si, il y a des phénomènes de retour en arrière, mais toujours ponctuels, ça ne dure jamais très longtemps. La tendance lourde, historique, est vraiment à la réduction du trafic auto à cause de ces nuisances. Il faudra détailler toutes ces nuisances. Et il y en a beaucoup, certaines qu'on ignore d'ailleurs, mais qui sont bien réelles. Les Français dans l'ensemble, ils sont plutôt favorables à ce type de démarche ou ils râlent beaucoup ? Alors globalement, oui, ils le sont. Mais évidemment, ça dépend énormément, en gros, de l'ancienneté d'accès à la voiture. Si vous venez de parvenir enfin à accéder à la voiture, si on vous dit soudain de rouler à vélo, ça vous paraît invraisemblable, stupide. Si au contraire vous roulez déjà en voiture depuis 50 ans, essayer d'autres modes de déplacement, ça paraît plus intéressant. On va donc explorer tout cela ensemble là, dans un instant. Je suis sûr qu'il y aura évidemment beaucoup de réactions des auditeurs, beaucoup de témoignages. C'est un sujet passionnant et passionnel aussi, avec donc des messages pour nous retrouver et discuter avec vous, Frédéric Errand. C'est franceinter.fr bien sûr, et le mot-clé l'attaque. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Extrait de son dernier album, Étienne Dao avec L'étincelle. La tête au carré, Mathieu Vidard.
Frédéric Errand, vous êtes notre invité cet après-midi pour évoquer un sujet qui nous intéresse tous, la disparition des voitures dans les centres-villes. Vous êtes économiste et urbaniste et maître de conférences à l'Université de Lille, chercheur au CLERS, c'est ça? C'est le centre lillois d'études et de recherche sociologique et économique? Oui. Et vous avez publié en 2015 Le retour de la bicyclette. C'est une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050, donc vision très large, qui a été publiée donc aux éditions de la Découverte. Et les auditeurs, vous en doutez, nous rejoignent déjà avec des messages et des questions sur ce thème de la voiture en ville. Et bien sûr, on va vous offrir toutes ces questions au fil de l'émission. Frédéric Errand, dites-nous d'abord à quel moment finalement l'automobile fait son entrée dans les centres-villes pour comprendre comment les choses vont évoluer par la suite. Parce que c'est intéressant de faire cette histoire aussi. Hein. Oui, en fait c'est dès le départ, c'est-à-dire la voiture est au point à peu près en 1900. Le salon de l'automobile de 1901 va lancer vraiment la voiture en France, mais aussi dans le monde, parce que la France est à l'époque à la pointe du progrès dans ce domaine. Et bien sûr, qui va acheter ces voitures? Ce sont d'abord et avant tout les personnes fortunées qui vivent dans les quartiers chics des grandes villes. Et c'est donc dans le 16e, dans le 9e arrondissement de Paris, c'est là qu'on va acheter les voitures, qu'on va commencer à rouler en voiture. Il faut bien comprendre que le trafic automobile, il a été très intense d'abord dans les villes, et pas du tout en périphérie. En périphérie, c'était tranquille. Ouais. On se réfugiait en périphérie pour échapper au trafic auto. Ah oui, à ce point-là. Oui, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Ouais. Hein, il faut comprendre que ce renversement, et c'est ça qu'il faut analyser justement. Comment ça a évolué, comment ce qu'on croit avoir toujours existé aujourd'hui n'a pas du tout été. Bien sûr. Ces périphéries encombrées de voitures, c'est nouveau. Ça date de 30-40 ans, pas plus. Mais alors, l'arrivée de la voiture en ville, qu'est-ce que ça bouleverse finalement directement avec l'arrivée de toutes ces roues là qui sont présentes? Et ça va introduire, ça va chasser en tout cas tous les autres modes de déplacement. Pourquoi? Parce que la voiture a une énergie cinétique formidable. Sa masse et sa vitesse chassent tous les autres modes de déplacement. Elle consomme un espace considérable et donc elle n'a jamais assez d'espace pour elle. Il faut savoir que entre quelqu'un qui décide d'aller en bus à son travail et quelqu'un qui décide d'aller en voiture, la consommation d'espace va de 1 à 300. Quand vous parlez d'espace, c'est-à-dire exactement? Eh bien, on a besoin, pour aller au travail en voiture, de 300 fois plus d'espace que pour aller au travail en bus. Ouais. Vous voyez, c'est vertigineux, en fait. Il faut un espace considérable. Alors évidemment, c'est de l'espace de circulation et de stationnement. Oui. Hein, et bref, pour faire de la place à une voiture, il faut déjà 70 mètres carrés, pour faire simple. Oui. 70 mètres carrés. Pourquoi? Car il faut 3 places de stationnement. Une place au domicile, une place au lieu de travail, et puis une place qui va être partagée au centre commercial, je sais pas, devant les différents services. Donc ça demande énormément de place et l'enjeu il est là aussi. Hein. C'est d'en gagner pour autre chose finalement. Exactement. Hein. Donc quand les voitures arrivent dans les villes, dans les années 10, 20, 30, elles vont prendre une place énorme et peu à peu conquérir absolument tout l'espace disponible. Et la ville s'adapte vraiment aussi à l'arrivée de la voiture, ou pas? C'est-à-dire que l'architecture elle est faite, on quasiment. On peut difficilement détruire les bâtiments. Alors il y a eu quelques percées, mais qui étaient à l'origine destinées plutôt à faire passer les véhicules hippomobiles, tractés par des chevaux. Et ensuite, pour la voiture, il y a eu quelques percées aussi au XXe siècle, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est évidemment très compliqué de détruire le bâti existant et d'élargir les rues. Et bon, donc ça s'est fait, mais peu. Ouais. Et en fait, tous les trottoirs, pour le dire simplement, les places, les trottoirs ont été envahis par du stationnement illicite. Incroyable. Mais on a peine à imaginer aujourd'hui ce que c'était. C'était l'anarchie? C'était l'anarchie? Oui, c'est-à-dire à Paris, par exemple, toutes les places, tous les trottoirs étaient envahis de voitures. Mais il suffit aujourd'hui d'aller voir dans des villes moyennes, c'est encore le cas. En fait, vous voyez, ça s'est fait avec décalage. Ça a commencé à Paris, puis les grandes villes de province, puis les villes moyennes, les petites villes. Aujourd'hui, dans une petite ville, toute la place est aussi prise par la voiture. Et on n'imagine pas faire de la place à la voiture. Vous voyez, par exemple, dans une petite ville que j'ai étudiée avec mes étudiants, de 5000 habitants, la Grand Place est pleine de voitures. Il n'y a que des espaces de stationnement pour la voiture. Et même les commerces alentours, les 3 restaurants-bars, n'ont pas de terrasse, car ça supprimerait
l'une ou l'autre place de parking. Voilà. Bon, ça, bien entendu, quand mes étudiants sont allés voir les commerçants, enfin ces restaurateurs, en disant ça vous intéresserait d'avoir une terrasse ?» Ils ont ouvert de grands yeux, ils ont dit oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on n'y pense même pas. Tellement la voiture évidemment. A pris une place considérable et règne en maître, quoi. Hein. Alors, on s'aperçoit aussi que même en périphérie, en grande périphérie, maintenant, certains parents commencent à dire on veut des trottoirs. Bien sûr. Car on en a marre de conduire nos enfants à l'école en voiture. Ils habitent à 300 mètres. Et s'ils pouvaient y aller à pied, ce serait quand même moins contraignant pour tout le monde. Oui. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire finalement dans ce domaine, avec un certain décalage entre les villes de France entre elles. Décalage, c'est le mot-clé. Ouais. Il y a des décalages entre très grandes villes, grandes villes moyennes, etc. Des décalages selon les classes sociales, des décalages selon l'âge, des décalages selon le centre-ville, la proche périphérie, la grande périphérie. Et c'est ça qui rend très compliqué la compréhension de ces évolutions. C'est que si on regarde à un moment donné, on ne comprend rien. Il faut prendre un large recul historique d'au moins un siècle pour piger quelque chose. Et ça a été fait, ça, justement? Est-ce que des historiens se sont penchés sur cette histoire de la voiture en ville qui est là, tel un ogre, à tout dévorer sur son passage? En France, très peu. Aux États-Unis, oui, ça a été déjà fait, mais en France, l'essentiel reste à faire. Un appel aux historiens, là je lance un appel. Il y a un vrai boulot intéressant. Vraiment, il y a des thèses à faire, en veux-tu, en voilà, sur ce sujet. Frédéric Héran, on va écouter le président Georges Pompidou. C'était en 1973, justement. La voiture avait largement eu le temps de prendre toute sa place. Et puis, comme vous nous le disiez, c'est à partir du début des années 70 qu'il y a une certaine prise de conscience dans certains pays du monde. Et évidemment, Georges Pompidou devait être au courant. On écoute ses propos, on les commente ensemble juste après. J'ai dit en effet la ville doit s'adapter et on m'a fait dire le président de la République trouve que l'automobile doit avoir le pas sur tout le reste et que la ville n'a qu'à s'y soumettre et les habitants s'y soumettent. Ce n'est pas du tout mon point de vue. Je n'ai pas parlé de soumission, j'ai parlé d'adaptation et cette adaptation en réalité doit être réciproque. Ça veut dire que dans une grande ville comme Paris par exemple, il doit y avoir des voies rapides pour traverser Paris du nord au sud, de l'est à l'ouest et d'ouest en est, et autour de la grande ville. Et puis ça veut dire inversement que de même qu'il y a des voies en quelque sorte réservées à l'automobile, il doit y en avoir réservées aux piétons. Au début, il y aura des cris, en particulier les commerçants craignent que ça leur nuise. L'expérience dans les villes étrangères prouve qu'au contraire, ça attire les promeneurs et ça permet en tout cas une sorte de liberté d'allure pour les piétons, alors que le mélange du piéton et de l'automobile tourne toujours au désavantage du piéton. Voilà, Frédéric Héran, les propos de Georges Pompidou, très consensuels finalement, parce qu'il y en a un peu pour tout le monde là, il y en a pour la voiture et pour les piétons finalement, ils tranchent pas vraiment la question, hein. C'est quand même très intéressant ce passage que je connaissais pas, mais en tout cas, effectivement, ça permet de nuancer quand même ce qu'on dit un peu de façon très simpliste concernant Georges Pompidou, qui a dit, c'est vrai, les Français aiment la bagnole, mais on voit que c'est plus complexe et qu'il vit en fait une période de retournement. Absolument, on sent la transition là quand même. Hein. Mais la transition dans ce domaine est très lente, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que ça se fait pas en une décennie, ça se fait en 3, 4, 5 décennies. Et c'est ça qui est difficile à piger. Mais la transition, elle a considérablement évolué par rapport à ce qu'il disait. Mais on sent qu'il marche un peu sur des œufs, là, finalement, dans ses propos, hein, parce qu'il ne faut pas fâcher les automobilistes, évidemment, avec les industriels qui sont derrière, et puis les piétons non plus. Alors, ces projets de grande voirie dans Paris ont tous échoué, hein, il faut le savoir, à part les voies sur berge. Qui ont été très fortement contestées, notamment la voie sur berge rive gauche n'a jamais été terminée. Elle devait passer au pied de Notre-Dame. Et là, il y a eu évidemment quelques personnes qui ont considéré que c'était impensable, avec raison. Mais il y avait prévu, je sais pas, une autoroute sur le canal Saint-Martin, la fameuse radiale vers Saint-Gétorix qui devait aller jusqu'à Montparnasse. Une autoroute sur le canal Saint-Martin ? Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Ah oui, avec un échangeur à l'endroit où aujourd'hui se trouve le jardin Villemain. C'est-à-dire le jardin Villemain occupe
un échangeur autoroutier qu'on a abandonné. Incroyable. Oui. Ouais. Alors Thierry nous dit, parce qu'il y a beaucoup de questions, j'aimerais vous les transmettre assez rapidement. Frédéric Errand nous dit, est-ce que vous ne croyez pas qu'avant d'interdire les villes aux automobilistes, il ne serait pas très courageux pour les hommes politiques d'interdire définitivement d'abord toute nouvelle commercialisation des véhicules diesel qui, comme chacun le sait, sont très polluants même dans les derniers millésimes des dernières normes? Oui, alors déjà, je voudrais préciser le fait, quelque chose de très important, il ne s'agit pas d'interdire les voitures en ville. Il s'agit de réduire leur nombre. Oui. On y reviendra avec vous, mais ce que vous dites, c'est que c'est impossible de toute façon d'interdire totalement la voiture. On y reviendra. Moi, je veux bien répondre sur le diesel. Il faut comprendre que c'est plus compliqué. Le diesel émet des particules, certes, cancérogènes, etc. Mais d'abord, ce n'est pas le seul type de véhicule. Les véhicules à essence à injection aussi émettent aussi des particules. Et tenez-vous bien, 40% au moins des particules sont émises par l'abrasion des freins, des pneus et des chaussées. 40%. Ça veut dire que même une voiture électrique émet quand même des particules. Donc c'est complexe, évidemment. Oui. En réalité, ce sera bien l'ensemble du trafic automobile qu'il faudra réduire, quelle que soit la motorisation. Allez Frédéric, on se retrouve dans un instant, effectivement, pour poursuivre cette discussion et d'autres messages pour vous sur franceinter.fr. La tête au carré. Madrid veut barrer la route aux voitures polluantes. Depuis ce matin, le centre-ville est interdit aux véhicules les plus anciens. Les voitures plus récentes et donc plus propres, elles, peuvent rentrer mais pas circuler librement pour autant. Elles doivent se diriger vers une place de stationnement. Ces agents informent les automobilistes ce matin. La ligne rouge, c'est la limite. N'importe quelle voiture qui la traverse et rentre dans cette rue, par exemple, pénètre dans le centre-ville. Si vous êtes résident, pas de problème. Sinon, vous devez vous garer immédiatement dans un parking. Cette ligne rouge au sol délimite l'hypercentre. 5 km², l'équivalent du centre historique de Paris. Ils sont désormais interdits les véhicules diesel antérieurs à 2006 et les essences antérieures à 2000. De l'avis des habitants, l'espace public était saturé par les voitures. Pour se déplacer, certains ont déjà changé leurs habitudes. Le trafic ici est chaotique. Mais heureusement, on a les vélos électriques, les scooters. Et la mairie de gauche veut miser sur ces transports alternatifs. Ces dernières années, elle a installé 1600 vélos en libre service, 950 scooters et 1500 voitures électriques en autopartage. L'objectif, réduire la pollution. Voilà Frédéric Errand, l'exemple madrilène, c'était le 30 novembre dernier avec ce reportage justement. Et c'est un des tout derniers exemples de grandes villes justement ayant entamé une restriction drastique de la place de l'auto dans ces centres-villes. Oui, c'est pas le premier. Prenons une ville comme Bologne en Italie. Elle a introduit dès 79 une ZTL, c'est-à-dire zone à trafic limité, qui consiste donc à interdire toutes les voitures sauf les ayants droit. Alors les ayants droit, c'est les livraisons, bien sûr, les véhicules de secours, les taxis, les riverains, des artisans qui ont besoin quand même aussi d'accéder à leur chantier. Ça fait pas mal de monde finalement quand même. Eh ben ça fait quand même 5 fois moins de voitures qu'avant. Ah oui. Et 5 fois moins, c'est quand même considérable. Ça veut dire que le centre de Bologne, qui fait à peu près 3 km², le centre historique, c'est vaste quand même déjà, 3 km², et il y a du trafic auto, mais mais faible et à petite vitesse, c'est limité à 30 à l'heure. C'est une petite ville italienne, je crois, qui au départ était pionnière en la matière, c'est ça, qui a servi un peu de laboratoire au monde entier. Ferrare, c'est ça. Ferrare, en 69. Ouais. Comme Delft aux Pays-Bas. Ouais. Sans se concerter. Donc 69, c'est très tôt déjà. Mais c'est-à-dire que déjà à cette époque, on en a ras-le-bol de la voiture. Absolument. Ouais. Les mouvements, là, on peut faire tout. Enfin, dans mon bouquin, j'ai commencé à faire un peu l'historique de tout cela, mais l'essentiel reste à faire. Il y aura un travail d'archive à faire pour comprendre tous les mouvements de contestation ici ou là qui se sont levés. Je sais pas, je peux en raconter l'un ou l'autre si vous voulez. Oui, bien sûr. Ouais. Par exemple, aux Pays-Bas, en 71. Il y a un journaliste de renom dont le fils, le jeune garçon, est écrasé par une voiture, il meurt, bon. Et évidemment, éploré, foudrage et de désespoir, ce journaliste écrit un article qui s'appelle, intitulé « Stop the Kindermord », ce qui veut dire littéralement « halte au meurtre des enfants ». Ça va soulever l'indignation de tout le pays. Une association va se créer avec ce titre-là. Halte au meurtre des enfants, et va commencer à faire des manifestations dans plusieurs villes. Voilà. Puis après, c'est un peu retombé, il y a eu d'autres événements, etc. Mais
c'est un des nombreux épisodes qui ont eu lieu à cette époque. Alors Marie sur franceinter.fr nous dit ceci: viser le zéro voiture en ville, est-ce vraiment une idée réaliste aujourd'hui? Je crois que j'ai répondu. Ouais. C'est-à-dire que forsément on aura des livreurs, on aura des véhicules de secours. Mais en même temps, on sait bien qu'une partie, alors on ne sait pas combien, mais une petite partie, voire une moyenne partie, je ne sais pas, des livraisons pourront se faire à vélo. À vélo cargo, ça existe déjà. Tous les grands de la messagerie, c'est-à-dire de la livraison de petits colis, ont déjà des cargocycles. C'est donc rien, c'est pas très nouveau, mais on voit que ça peut s'étendre encore un peu. Alors jusqu'où, je ne sais pas. Les artisans, on voit aussi qu'un certain nombre d'artisans se mettent à utiliser le vélo pour faire de la plomberie, pour faire de la coiffure, que sais-je. Enfin, les chauffeurs de taxi vont pas se mettre à faire du vélo. Si. Ah bon, il y a aussi des vélotaxis. Il y a aussi des vélotaxis. Par exemple, on ne pourra pas remplacer toute la flotte des taxis par des vélos, c'est pas bien possible. Ce que je vous dis. C'est-à-dire, il s'agit de comprendre qu'une petite partie, voire une partie non négligeable, pourra se faire peut-être à vélo, mais sûrement pas tout. Voilà, c'est ça. Donc ça, il faut aussi en tenir compte. Bien entendu. Et être réaliste par rapport à cette question. Et notamment les véhicules d'urgence, quoi. Enfin, les pompiers vont pas arriver à vélo, quoi. Dominique nous dit l'alternative à l'auto se fait au détriment des piétons, faute de réglementation et de contrôle des nouveaux véhicules, souvent aussi rapides que les voitures, et qui ont investi la totalité de l'espace urbain au point de mettre en jeu la sécurité, voire la vie des tout petits, des personnes âgées, malentendantes ou malvoyantes. Peut-être fait-il allusion aux trottinettes. Oui. Alors, j'en profite pour dire quelque chose qui me semble essentiel, qui est à peine étudié encore aujourd'hui. C'est l'idée de hiérarchiser les modes de déplacement. Alors, je m'explique. Ça veut dire que, finalement, quel est le mode de déplacement qu'il faudrait favoriser dans les villes? Quel est le mode le plus urbain, le moins producteur de nuisances, le plus démocratique? C'est la marche, bien entendu. Donc, la marche devrait être prioritaire. On devrait construire les villes. Ah oui, vous voulez mettre tout le monde au sport, vous dites non, c'est un peu radical quand même. Attendez, on peut pas faire de la marche pour aller à son travail le matin, par exemple. Oui. Ça dépend. C'est bien sûr que ceux qui habitent pas trop loin, si vous habitez à 2 km de votre boulot, je vous assure qu'en en un peu plus de 20 minutes, vous y êtes à pied. Et vous avez le cerveau irrigué et vous êtes bien plus efficace. Moi, j'entends tous les auditeurs qui sont en train de vous écouter en disant mais ce type est fou, comment est-ce qu'on peut aller au travail à pied quand on a justement toute la ville à traverser, ou qu'on arrive de la banlieue? Alors on voit bien que ce que je préconise, il faut jamais le prendre comme une solution à tout faire. Donc évidemment, si la distance est un peu plus grande, un vélo classique peut convenir. Si la distance est encore plus grande, un vélo à assistance électrique peut être utile. Si la distance est encore plus grande, peut-être que transport public plus vélo, et c'est aussi une autre solution, etc. Donc il ne s'agit jamais de dire qu'on va chasser toutes les voitures pour remplacer par la marche ou le vélo, ça n'a pas de sens. Mais il s'agit, mais je termine mon histoire de hiérarchie. 1, le piéton, 2, le vélo, 3, le transport public, 4, la voiture. C'est ça qui devrait être naturellement au cœur de toutes les politiques de déplacement. Et on commence à être quelques-uns à travailler sur cette hiérarchie et à dire tout devrait s'articuler autour de cela. Patrice nous dit il est particulièrement agaçant de considérer les voitures électriques comme étant propres et comme la panacée au sein des villes. Elles marchent à l'électricité nucléaire qui produit des déchets les plus dangereux au monde et certains veulent les enfouir dans mon sous-sol. Il nous écrit de la Meuse, donc on le comprend. Mais effectivement, vous le disiez tout à l'heure, le système de freinage en lui seul, comme toutes les voitures d'ailleurs, est ultra polluant dans les villes. Oui, alors un tout petit peu moins quand même pour les voitures électriques qui utilisent le moteur pour récupérer l'énergie. Mais néanmoins, on freine quand même de temps en temps avec la voiture électrique et puis on abrase quand même avec ses pneus les routes. Et elles sont productrices de particules. Et je rappelle que ces particules sont extrêmement nocives. C'est un cancérogène sûr, d'après l'OMS. Et on a aujourd'hui 48 000 morts par an en France, qu'il faut comprendre comme, de façon plus concrète, comme en moyenne, ces personnes vivent 9 mois de moins. Mais ça couvre d'énormes disparités. En fait, on a quelques
On a des personnes âgées qui vont vivre peut-être quelques semaines de moins, et d'autres, des dizaines d'années de moins, parce qu'elles vont avoir des maladies cardiovasculaires ou respiratoires, liées à la pollution. Une question de Sylvie, est-ce que votre intervenant a étudié la manière dont les personnes qui n'utilisent pas de voiture s'approvisionnent? Est-ce qu'il n'y a pas une augmentation de toutes les livraisons à domicile qui, elles aussi, utilisent la voiture, du coup? Exactement, c'est un vrai problème. On a présenté au début ces livraisons comme étant plus économes en déplacement. La question est très controversée. En fait, vraisemblablement, ça ne règle rien. Et il faudra bien un jour s'interroger sur cela. En fait, quand on commande une pizza chez soi ou quand on fait ses courses par Internet, il faut bien se rendre compte qu'on produit aussi des désagréments, des nuisances liées à tous ces déplacements. Oui. Allez acheter vos pizzas à pied, finalement, c'est le message que vous pouvez nous délivrer. Frédéric Errand, vous êtes notre invité cet après-midi dans La Tête au Carré. La Tête au Carré sur France Inter. Les villes souffrent de l'automobile. L'accroissement du nombre des véhicules, l'augmentation des déplacements rendent chaque jour plus difficile la circulation dans les cités. La voiture particulière, comme moyen de transport urbain, commence à être mise en cause. Le directeur des programmes de l'Institut Battel à Genève, une fondation privée dont les recherches sont axées sur le mieux-être des hommes, a consacré des années d'études à ce sujet. Il semblait croire que le moteur à explosion, très polluant, est vraiment une méthode périmée. Pour la circulation en race campagne, c'est encore une bonne solution. Mais pour la cité, oui, c'est un anachronisme. Beaucoup de personnes s'imaginaient qu'on pourrait écouler dans les villes, à force de superposer les périphériques aux périphériques, le trafic routier. Et on s'aperçoit que plus on construit d'autoroutes et plus il y a d'automobiles. Les gens demandent des autoroutes pour fuir la ville qui a été rendue impossible par les automobiles. Alors, on est en pleine logique. La vérité, c'est qu'il faut les séparer. Il faut faire un urbanisme souterrain. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. L'automobile n'a rien à faire au centre de la cité. Les ingénieurs vous disent, passer en souterrain, 3, 4, 5 fois plus cher. Enfin, imaginez au Moyen-Âge, on jetait toutes les eaux d'égout au milieu de la rue. Mais un jour, il a fallu faire un canal, ça coûtait plus cher aussi. Mais on ne pourrait pas vivre autrement à l'heure actuelle, c'est exactement le même problème. Exactement. Voilà, Frédéric Errand, un son croustillant, là aussi de l'année 73, même année que Georges Pompidou tout à l'heure. Alors ça commence bien dans l'histoire, il y a une évocation des voitures électriques, et puis tout d'un coup on bascule dans l'urbanisme souterrain. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, le cercle vicieux des nuisances de la voiture qui chasse les gens hors des villes pour habiter en périphérie, où ils vont rouler exclusivement en voiture. Ouais. Là, c'est très intéressant. Oui, ça, c'est toujours vrai. C'est pas le seul phénomène qui explique la périurbanisation, ouais. mais ça a joué incontestablement. Quant au tunnel, c'est à mourir de rire. En fait, non, mais ça a vraiment été envisagé, bien sûr, de la circulation souterraine, mais bien sûr, dans une ville comme Paris, notamment à Paris, où le projet laser a occupé, disons, toutes les années 80. Sauf que c'est pas 4 à 5 fois plus cher, mais au moins 10 fois plus cher, au moins. Entre les lignes du métro, on aurait trouvé de l'espace. Il fallait creuser à grande profondeur. Incroyable. C'est clair. Et en fait, c'est extrêmement coûteux. Ça pose des problèmes de sécurité considérables. Bien sûr. Puisque comment évacuer les gens s'il y a le moindre accident. Ça veut dire qu'il faut faire des tunnels dits bitubes. À 2 tubes, un tube dans chaque sens. Pour la sécurité. Et plus avec des passages entre les tubes. Comme le tunnel sous la Manche. Exactement, faire quelque chose de ressemblant. Ouais. Et bon, ça coûte une fortune et c'est surtout inefficace. Pourquoi ? Parce qu'on n'écoule pas beaucoup de trafic dans ces tunnels. En gros, pas plus de 1000 personnes à l'heure, alors que le métro parisien, c'est 30 000 personnes à l'heure et que le RER, c'est 60 000 personnes à l'heure. C'est infiniment plus efficace. Ouais. Justement, Catherine nous demande la gratuité des transports en commun. Est-ce que c'est une bonne idée ? Bon, je fais partie des gens qui pensent que non. Alors, je vous explique pourquoi. Pourtant, c'est très à la mode en ce moment. Alors, dans des petites villes, oui, ça peut être justifié quand même, il faut le dire. Mais très vite se pose un problème grave, c'est qui va utiliser ces transports publics. Or, on constate que ce ne sont pas les automobilistes, mais surtout les piétons et les cyclistes. Et là, on se gratte et on se dit, c'est pas vrai.
rendre à grands frais les transports publics gratuits pour mettre des piétons et des cyclistes dans les transports publics, c'est une aberration. Qui ont déjà des bonnes habitudes finalement pour la oui, ville. Encore une fois, il faut hiérarchiser les modes autrement. Un piéton, 2 cyclistes, 3 transports publics et 4 voitures. Rendre les transports publics gratuits, c'est les mettre en première position et ça n'a pas de sens. C'est rendre les gens dépendants de systèmes complexes, coûteux, très terriblement coûteux, alors que le moins coûteux des modes, enfin par déplacement en tout cas, c'est la marche bien sûr, après le vélo, etc. Il faut remettre les choses à l'endroit. On n'est toujours pas en train de réfléchir à la manière de construire correctement, de façon cohérente, une politique de déplacement. Jean-Noël dit, est-ce qu'il est possible de dresser un bilan objectif de l'impact de la fermeture des centres-villes aux voitures sur les commerces? On assiste en général à un dépérissement, voire une disparition des commerces courants, de course. Faut-il reléguer ces commerces en périphérie au risque d'augmenter la surface des ZAC qui ne sont accessibles qu'en voiture et qui en les 10 nos périphéries urbaines? Alors, il y a en fait 2 aspects dans cette question. Le dépérissement des villes, des petites villes, des villes moyennes en France, des centres-villes, des petites villes. En lien avec la disparition de la voiture. Oui, est lié en réalité à l'essor des grandes surfaces en périphérie. C'est l'essentiel, le problème essentiel. Nous sommes le pays champion du monde des hypermarchés. Nous en avons le plus par personne dans le monde. Et bien entendu, c'est ça qu'on a laissé même par rapport aux États-Unis. Ah oui, absolument. Ah bon, absolument. Par rapport à tous les autres pays au monde, c'est nous d'ailleurs qui avons inventé le système. C'est ça qui est incroyable. On l'a inventé et on l'a exporté dans le monde entier. Enfin bon, on pourrait raconter plein d'anecdotes à ce sujet, et d'autres l'ont fait mieux que moi. Il y a plusieurs livres sur ce sujet. Mais peut-être pour revenir au commerce et trafic auto. En fait, partout où on a réduit le trafic auto sans créer de grandes surfaces en périphérie, on constate que le commerce continue à se porter bien. Par exemple, prenons un exemple peut-être facile, mais le cas de Paris. On a réduit de moitié le trafic auto, on a baissé la vitesse moyenne des véhicules de 30%, on roulait à 21 km/h en 91, on roule aujourd'hui à 15 km/h et même moins. Ah oui, c'est lent, hein. Ah bah, évidemment. Ah oui. Donc, Paris devrait être... On va plus vite à vélo, hein. Mais oui, absolument. Paris devrait être à l'agonie, hein, avec 2 fois moins de trafic auto et un trafic ralenti, et puis Paris va aussi bien qu'en 91, sinon mieux. Hein. En tout cas, pas moins bien qu'en 91. Ça veut dire que ça n'a pas d'effet. En fait, toutes les villes qui ont fait des politiques dites de modération de la circulation, les Anglais parlent de traffic calming, c'est-à-dire qu'on calmait la circulation, se portent correctement, c'est-à-dire ne sont pas en train de dépérir. Ça veut dire que si on sait ce que coûte du temps perdu, on ne sait pas ce que ça rapporte. Le fait que les voitures roulent moins vite, c'est plus de calme, c'est une ville plus agréable, et une ville agréable, on ne sait pas ce que ça rapporte. Mais ça rapporte quelque chose, certainement. Alors justement, sur les nuisances, parce que vous êtes vraiment penché sur la question des nuisances liées à la voiture en ville. Vous nous le disiez, la pollution tout à l'heure, le bruit évidemment, les risques d'accidents aussi, bien sûr, qui sont très nombreux. Oui. Avec la voiture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces nuisances? J'ai déjà évoqué la consommation d'espace aussi, hein, c'est ça? C'est ce que j'ai évoqué, mais il y en a plein d'autres. Ouais. Alors, par exemple, les effets de coupure. J'ai écrit un livre là-dessus, rien que là-dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que, par exemple, on ne peut plus traverser la rue à pied parce que c'est trop dangereux. Par exemple, vous ne laissez plus vos enfants aller à l'école seuls à pied parce qu'il y a un grand boulevard à traverser. Et donc, vous êtes obligé de les accompagner. Ça, c'est très chronophage pour tout le monde. Les personnes âgées ne peuvent plus traverser non plus. Vous avez beaucoup de villes qui sont traversées par des artères infranchissables. Les anglo-saxons parlent de barrières de trafic. Je trouve que c'est bien imagé. Mais c'est aussi toutes les autoroutes ou les voies rapides qui traversent la ville et qui, elles, ne sont carrément pas franchissables à niveau. Il faut des passerelles, des souterrains qui sont en général trop peu fréquents. Ou dangereux, des souterrains coupe-gorge où on n'a pas envie de passer la nuit, etc. Ouais. Pour terminer, Frédéric Héran, parce que malheureusement l'heure tourne, donc on le disait tout à l'heure, c'est un mouvement à l'échelle mondiale aujourd'hui, cette réduction de la place de la voiture. Finalement, l'initiative la plus efficace pour réduire le trafic automobile, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est réduire la vitesse? Est-ce que c'est vraiment imposer une interdiction à certains véhicules? C'est quoi, selon l'expérience? D'abord, c'est une question de rythme.
C'est-à-dire qu'en fait, la voiture est toujours contrainte. Les automobilistes détestent qu'on leur mette des contraintes, mais qui réfléchissent 3 secondes, ils sont pleins de contraintes. Ils savent jamais où mettre leur voiture. Ils sont obligés de toute façon de rouler à des vitesses raisonnables, sinon c'est trop dangereux. Enfin, la voiture, c'est un monde de contraintes parce que c'est extrêmement efficace, très consommateur d'espace, et donc on est bien obligé. On peut pas. Dans un monde idéal, il faudrait raser Paris pour que toutes les voitures puissent circuler facilement. On voit bien l'absurdité du problème. Et donc la mesure la plus efficace? La mesure la plus efficace, c'est d'y aller progressivement, de réduire progressivement le trafic auto par des mesures de longue haleine. Enfin, comme le fait Paris est un assez bon exemple. Il y a d'autres villes qui ont fait ça. Strasbourg aussi est un exemple en France qui a très bien marché. Strasbourg, mais Grenoble, on pourrait parler de beaucoup de villes en France qui s'y sont mises, mais surtout en Europe, il y en a énormément en Europe. Merci beaucoup Frédéric Errand, ça s'appelle Le Retour de la bicyclette. Alors ça c'est une histoire autour du vélo, une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050, mais effectivement vous y parlez aussi largement de la voiture. Merci d'être venu, c'est aux éditions de La Découverte. À bientôt. Merci.